Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, diffusé en direct mercredi 1er avril 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 2 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour un nouveau libre journal de la Résistance française. Et j'ai donc le plaisir d'avoir ce soir à mes côtés donc un de mes complices habituels, notre ami le Marquis, Jean-Paul Chériguez de Olmeta. Et pour cette première partie, j'ai le grand plaisir de recevoir Roger Olindre. Bonsoir à tous. Voilà. Et donc, en seconde partie, mais ça sera à partir de 19h30, donc je recevrai Jean-Paul Gourevitch, qui est sociologue, consultant, etc., qui a déjà été invité, qui est un invité assez régulier de Radio Courtoisie, mais je crois qu'il n'a pas encore été invité pour un livre très intéressant qui a fait pas mal de bruit. Il y a eu une polémique à propos de ce livre importante qui s'appelle L'émigration pour les nuls, ouvrage qui était soigneusement boycotté, bien qu'il soit sorti chez un très grand éditeur. Et on examinera à la fois le contenu de ce livre et toute la polémique qui s'est déroulée à ce propos. Mais pour le moment, donc, je reçois Roger Olindre qui sort... il est sorti il y a une semaine. Hein. Une semaine, oui. Voilà. Donc je crois que c'est votre première émission, Roger, avec... oui, avec le livre sorti, oui. Voilà. Donc, Roger Olindre signe chez son éditeur habituel, qui sont les éditions d'Heligoland, un ouvrage qui s'appelle Ça suffit, gros ouvrage qui fait plus de 600 pages. Oui. 600 pages, et qui s'appelle 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnies. Alors, c'est un ouvrage d'histoire engagée. J'ai un peu, comme il faut toujours trouver des titres pour les émissions, j'ai mis une histoire non conforme. Oui. Hein, et parce que c'est pas une histoire conformiste, classique, politiquement correcte. Donc, alors évidemment, c'est principalement l'histoire de France, oui. Depuis à peu près 80 ans, dirons-nous. Mais d'autres sujets sont abordés, comme par exemple le conflit israélo-palestinien, ou d'autres éléments de ce type. Oui, toute la trame. Voilà. Et donc, dans ce livre, je rappelle, Roger Olindre, que vous avez été journaliste, grand reporter à Paris Match. Et donc, d'ailleurs, on voit que ce livre, comme les précédents, est nourri de votre expérience sur le terrain, quoi. Oui. Hein ? Donc, vous aviez publié... alors, vous avez été militaire, un des plus jeunes résistants de France, Oui. Hein, engagé en Indochine, en Algérie. Vous avez combattu en faveur de l'Algérie française, ce qui vous a valu d'être emprisonné. Et par la suite, vous avez créé plusieurs mouvements et partis politiques. Oui. Parce qu'il y avait excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Les jeunesses patriotes. Oui, j'avais recréé les jeunesses patriotes. Vers 66, oui, avant le Front National, voilà, avec Le Pen. Oui. Voilà. Et après, vous avez été vice-président. J'étais premier vice-président du Front. Oui. Député. Député français, député européen. Non, pas député européen, député français, conseiller régional d'Île-de-France. Voilà. Et président du Cercle national des combattants. Oui, qui était l'organisation satellite qui fonctionnait le mieux. Oui, on peut dire la seule association qui n'a jamais réellement fonctionné. Oui, et qui continue à fonctionner aujourd'hui. Oui. Bon. Et bon, on reviendra peut-être dessus. Et vous avez quitté le Front National le lendemain, je crois, de l'élection de Marine Le Pen. Le jour même de l'élection de Marine Le Pen, pour des questions personnelles. Enfin, on en parlera, on abordera tout ce soir. J'espère qu'il y aura d'ailleurs beaucoup de questions d'auditeurs, parce que je dirais que vous êtes une grande figure, on pourrait dire, de l'histoire du mouvement national depuis
au moins 40 ans maintenant. Non, mais en tant que dirigeant... Ça me rajeunit pas. Oui, même plus, 50 ans. 50 ans, oui. Donc, vous avez... donc, on va parler du livre, mais ce qui est très particulier dans ce livre, c'est que c'est un livre d'histoire, mais vous le reliez toujours à l'actualité. Alors, finalement, vous parlez pas tellement de l'actualité, mais vous mettez toujours en exergue une citation. J'essaie d'expliquer ce qui amène cette actualité. Voilà. Cette actualité ne pousse pas comme les champignons de Paris au petit matin à la rosée. Cette actualité, elle découle de tout un tas de saloperies, de tout un tas d'erreurs, de tout un tas de mensonges, surtout d'un tas de mensonges. Alors, justement... je vais pas vous dire, j'ai pas pu lire les 600 pages du livre, mais je l'ai quand même regardé de près. Donc, ouvrage très documenté, avec on y reviendra, avec toutes sortes d'éléments que vous rappelez, dont certains figuraient dans vos précédents livres. On en parlait juste avant l'émission. On est bien obligé de répéter, puisque les gens oublient. Oui. Hein, mais je dirais qu'il y a quand même un des axes, à mon avis, principaux de ce livre, et qui paraît peut-être étonnant pour certains jeunes auditeurs de Radio Courtoisie, mais moi je le comprends très bien, il y a quand même une ligne, je dirais, directrice, c'est l'anticommunisme. Oui. Alors qu'aujourd'hui, depuis, je dirais, la chute du mur de Berlin, l'effacement de l'Union soviétique, etc., les gens ont complètement oublié ce que c'était que le communisme. C'est sûr et certain, mais on a aidé les gens à oublier. Et là, nous venons quand même d'avoir une campagne électorale de plusieurs semaines où tout a été dit une fois de plus, sauf la vérité. Bon, moi, je ne suis pas au Front National, mais j'ai gardé toutes les idées du Front National, c'est-à-dire que j'appellerais le principe de base qui ont créé le Front National. Quand j'entends tous ces messieurs dire que le Front National n'est pas républicain, ça veut dire quoi, être républicain? Le Front National est républicain. Et pendant toute la campagne, ils ont accusé le Front National de ne pas être républicain. Mais on a fait encore, en 2015, on a fait la part belle aux communistes sans rien rappeler de ce qu'était justement le Parti communiste avant-guerre et pendant et surtout à l'entrée de la guerre entre les années 38 et 41. Alors ça paraît un peu lassant parce qu'on répète toujours la même chose, mais je m'aperçois chaque jour qu'il faut toujours respecter la vérité, toujours répéter la même chose, étant donné que les 3/4 des Français ne connaissent pas ça. Même les gens de notre camp, même beaucoup de gens férus d'histoire dans notre camp, oublient tout simplement que le premier parti collaborateur de France, qui a travaillé la main dans la main avec les autorités nazies, était le Parti communiste. Je ne parle pas des militants communistes. Les militants communistes qui se soulevaient pour ne pas suivre les ordres du parti étaient abattus par les TP, c'est-à-dire les gens chargés des travaux spéciaux qui sont devenus par la suite les FTP. Alors que dans une campagne électorale de l'importance de celle qui vient de se dérouler, on n'a une fois de plus pas parlé de ça. Je pense qu'il est nécessaire dans les bouquins d'expliquer que les choses seront telles qu'elles sont tant qu'il n'y aura pas le procès du Parti communiste. Alors, ce qui a d'ailleurs, on reste un peu en rapport avec l'actualité, mais ce qui est extraordinaire, c'est de penser que le Parti communiste a réuni sur ses candidats je crois que c'est 1,25% des voix, oui. Et se retrouve il réussit à conserver un conseil général, le conseil général du Val-de-Marne, et ils obtiennent, dans mes souvenirs, c'est 2,5 fois le nombre de conseillers départementaux qu'a obtenu le Front National, qui a fait, en gros, 25% des suffrages au second tour. Les autres, avec 1,25%, ils ont 2,5 fois de plus de conseillers généraux. C'est exactement comme les Verts. Que représentent les Verts dans le pays? Ils ne représentent absolument rien. Absolument rien. Et ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années que les lois électorales sont faites de telle sorte, et j'entendais encore M. Huchon, c'est bien Huchon, le président du Conseil régional d'Île-de-France. Du Conseil régional, qui disait, mais il ne s'agit pas de voter des lois ou de changer en mode de scrutin, parce que celui-là, au moins, permet de tenir le FN éloigné du pouvoir. Bon, la vérité est là, mais quand est-ce que les Français vont comprendre ça? Et puis, il faudrait peut-être aussi que Marine Le Pen arrête d'être influencée
influencé par son bras droit, qui fait une politique d'extrême gauche qui n'a jamais été celle des gens de droite de ce pays, des patriotes de droite de ce pays. Je parle pas quand on parle des gens riches ou des gens, les grands patrons, tout ça, comme si tout le monde était grand patron. Bon, les grands patrons, d'ailleurs, ils sont pas à droite, mais il est bien sûr et certain que Philippot la pousse dans les retranchements. Et aujourd'hui, quand on lit certains discours, on entend exactement ceux de Mélenchon. C'est absolument ahurissant. Et c'est en partie pour ça qu'il n'y a pas eu, dans certains endroits où ils ont fait des scores formidables, il n'y a pas eu le petit sursaut supplémentaire qui est venu du fait qu'il y avait quand même économiquement des idées qui sont très gauchardes. Alors, on va revenir sur l'ouvrage. Et donc, en gros, vous faites... Bon, on va pas refaire tout ça, mais un des éléments que vous abordez quand même dès le début, c'est la question de la guerre d'Espagne. Voilà. Et on peut dire que la guerre d'Espagne, je crois que c'est à peu près la seule histoire qui n'ait pas été écrite par les vainqueurs. C'est vrai. Parce qu'en général, dans les livres d'histoire, bon, on peut dire que quand même, bon, l'histoire, tout en étant objectif, est quand même écrite du point de vue du gagnant, quoi. On dit c'est lui qui a remporté. Bon. Or, quand on lit les ouvrages sur la guerre d'Espagne, c'est vraiment la Vulgate communiste. Absolument. Parce que c'est même pas la Vulgate, vous en parlez longuement, on va revenir dessus, trotskiste ou anarchiste, puisque eux, ils se sont pris des balles dans la tête. Tous les responsables du POUM ont été abattus par les commandos staliniens. Ont été étrillés par les hommes de Staline. Parce que les dirigeants communistes en Espagne étaient aux ordres directs de Staline. Marty était au centre direct de l'international communiste et aux ordres de Staline. Et il est quand même étonnant que là aussi, on ne peut pas raconter l'histoire de France, on ne peut pas raconter ce qui est arrivé pendant la guerre si on ne raconte pas tous les scandales d'avant-guerre. Et je parle de tous ces scandales qui avaient amené la descente dans la rue des anciens combattants qui se sont fait tuer place de la Concorde, hein. Et ils étaient descendus contre la pourriture. Donc la pourriture, on nous dit que c'est d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, bien que je tiens à préciser auprès de mes amis qui m'écoutent et des auditeurs, même ceux qui me connaissent peu, que je ne mets pas, moi, dans le même sac, je n'ai jamais employé en termes politiques le terme « tous pourris ». Je pense que c'est une connerie sans nom. Tous les hommes politiques ne sont pas pourris. Mais ceux qui sont pourris, il faut les désigner. Moi, je commence à les désigner à partir de 35-36, et c'est quand même ça qui a amené le climat néfaste et délétère de la déclaration de guerre. Déclaration de guerre, je le rappelle 3 fois dans ce livre, qui a été faite sans un vote du Parlement. Il n'y a pas eu de vote de Parlement déclarant la guerre. Bon, ça explique tout le restant. Ça explique toute la suite. Quant à la conduite des communistes, eh bien, je donne des précisions, hein, comme dirait M. de la Palice, des précisions précises aux demandes des chefs du Parti communiste, que je ne mélange pas avec les militants communistes, des chefs du Parti communiste, essayant, avec l'appui de l'URSS, qui ne les appuiera pas dans ce sens, d'obtenir des Allemands de remplacer le gouvernement de Vichy. Alors, justement, je voudrais qu'on revienne un peu sur la guerre d'Espagne, parce que c'est l'exemple même, quand même, de la désinformation, quoi, historique et politique. Puisqu'on se retrouve avec En fait, vous avez les décisions, vous avez des envoyés... D'abord, ils commencent par voler l'or de l'Espagne, de plusieurs centaines de tonnes d'or. Oui. Je crois que c'est 600 tonnes d'or qui est embarqué en Russie. Ça, on n'en parle jamais rendu, etc. Ouais. Donc après, et ils envoient des... C'est pas du tout eux qui déclenchent les événements, quoi. Ils y participent avec une certaine, vous l'expliquez, une certaine naïveté de toute une série de personnes, souvent des ouvriers agricoles, ce genre de choses. Vous citez toutes sortes de textes. Mais aussitôt, Staline va envoyer des brigades. Oui. Pour conduire la lutte dans le sens qu'il veut.
Il envoie des cadres, et c'est pour ça que toute la gauche qui fait la révolution est aux ordres directs, je le répète, de gens qui sont aux ordres directs de Staline et qui n'ont des comptes à rendre qu'à Staline. Et je démontre dans le passage qui est réservé à la guerre d'Espagne que ce sont les communistes, les gens de gauche qui sont responsables de la guerre d'Espagne. Et Franco n'est rentré que tardivement contre ces gens-là. Il a été toujours légaliste vis-à-vis du pouvoir jusqu'au moment où c'était trop. Ils ont commencé à brûler les églises, à créer des régions autonomes communistes et autres. Et puis il y a eu les tueries dès le début entre les communistes rattachés à Moscou et les trotskistes qui ont perdu dans le POUM. C'était le nom des brigades trotskistes qui ont perdu énormément de monde, et ça a été des tueries sans fin qui ont duré des décennies ensuite après, et ce qui a fait l'opposition entre les trotskistes et les communistes. Oui, parce que ça s'est déroulé par exemple en France pendant la période de l'occupation, où il y a eu toutes sortes de gens qui ont été éliminés toujours par les brigades communistes, et ça s'est fait dans l'après-guerre où il y a un certain nombre de gens qui ont été mis en accusation faussement pour avoir par exemple collaboré avec les Allemands alors que c'était faux, et il y a eu toute une série d'assassinats d'exilés espagnols, en particulier en France. Il y a par exemple Trotsky qui va être assassiné au Mexique par ces éléments communistes. Or, plus personne ne parle de ce que c'était que l'appareil communiste international. Les gens ne le savent pas. L'espionnage communiste, qu'on appelait les rapcorps, les correspondants dans les usines, qui étaient chargés de dresser des bilans dans chaque usine, tout ça arrivait à Moscou. Et on a l'impression que il paraît aujourd'hui, je ne sais pas, quand on prend l'officiel de la librairie qui s'appelle Livre Hebdo, qui sort tous les livres, il doit sortir, je ne sais pas, 20 ou 25 livres par semaine sur le nazisme, le national-socialisme. S'il sort un livre sur le communisme par mois, c'est le bout du monde. Oui, qui n'est pas diffusé, en général. Et quand on voit par exemple M. Valls, dont la famille était très très riche, son père était un grand peintre qui avait les honneurs du pouvoir franquiste d'ailleurs, tous ces gens se croient obligés de jouer les républicains espagnols. Et moi je n'ai rien contre le fait que M. Valls ait eu la nationalité française. Je ne suis pas contre ce genre de choses, mais je trouve qu'il ferait quand même pas mal de s'écraser, parce que qu'est-ce qui lui permet de dire, et il l'a répété 25 fois, la droite française a toujours trahi la France. Il faut quand même il parle des mauvais Français. Oui, il faut quand même pas rigoler, quoi. Les mauvais Français, c'est lui qui va désigner quels sont les bons et les mauvais Français. Ça commence quand même à bien faire, d'où le titre de ce livre, ça suffit. Oui, c'est un peu bon. Je vais prendre la parole 30 secondes parce qu'on parle de Manuel Valls. Bon, j'ai effectivement publié un petit livre l'année dernière, Le vrai visage de Manuel Valls, qui montre très clairement qu'effectivement, Manuel Valls est l'exemple même, une très belle illustration de votre livre, parce que c'est quelqu'un qui a reconstruit le passé de sa famille. C'est-à-dire que sa famille était une riche famille de banquiers, qui a eu des revers de fortune. Enfin, du côté de son père, c'était une très très riche famille de Barcelone, qui a créé le plus grand journal catholique conservateur, qui a été interdit le jour même de la prise du pouvoir en juillet 1936 à Barcelone par les anarchistes et les trotskistes, pas par les communistes comme dans le reste de l'Espagne. Donc leur journal a été arrêté, ils ont été menacés, ils ont failli être fusillés, son père, son grand-père, etc. Ils ont réussi à s'en sortir, on a saisi leur journal. Le siège de leur journal est devenu le journal des anarchistes de Catalogne. Et aujourd'hui, vous avez la sœur, par exemple, de Manuel Valls, qui a écrit un livre dans lequel elle dit « Le journal de mon grand-père a été interdit par le général Franco ». Ce qui est exactement, mais c'est incroyable, il y a des éléments factuels qui montrent que ça a été interdit. Vous regardez dans n'importe quelle histoire de la presse espagnole, c'est marqué que le journal des parents, du grand-père de Manuel Valls, a été interdit par les trotskistes. Et aujourd'hui, on est en train de vous dire non, pas du tout. Bon, on vous dit fils de réfugié anti-franquiste, alors que il a eu le premier prêt de peinture à Barcelone en 1954.
Ouais, C'est-à-dire au moment où le franquisme était, c'était encore une époque dure de répression. Le problème de cette époque, et de notre époque, c'est que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de France et de l'histoire du monde, où, en croyant raconter la vérité, les hommes de télé et de radio racontent des mensonges. Parce que ce qui est raconté sur l'histoire de France, je le répète et je le prouve dans ce livre, quand je le répète pour mes amis qui nous écoutent, ça fait plusieurs fois que je dis ça à cette radio libre, hein, lorsque je me mets à ma table de travail, je ne dis pas je vais écrire le contraire de ce qu'ils écrivent. Je travaille sur fiches, sur archives, sur documents et sur ce que j'ai vécu. Bon, ça fait quand même pas mal de renseignements déjà. Et quand le livre est terminé, j'ai écrit exactement le contraire de ce qui est répété tous les jours. C'est-à-dire que les gens qui font des grandes études à l'ENA et qui font des examens où ils ont 20, en réalité méritent 0 parce que ce qu'ils mettent dans leur examen, ce sont des choses fausses. Des choses qui devraient faire 2 lignes font 15 pages dans l'histoire de France actuelle et des choses qui devraient faire 15 pages font 2 lignes. Voilà comment ils écrivent l'histoire. Ils trafiquent totalement l'histoire. Totalement. Hein, au même titre qu'ils en arrivent à faire aujourd'hui que le régime de Vichy et les partis collaborateurs sont mis exactement dans le même sac. Le régime de Vichy, les gens devraient le savoir, c'était le régime du maréchal Pétain, et les partis collaborateurs qui étaient à Paris étaient issus du socialisme et du communisme. Les 2 chefs de ces partis, Déa et l'autre, Doriot venait du Parti communiste et Déa venait du Parti socialiste. Oui, c'était d'ailleurs 2 grands espoirs, oui. Puisque Doriot était le favori des Français. Il avait une très grande, bonne plume. Et il était considéré comme il était en concurrence directe avec Maurice Thorez. Oui. Complètement. Et en fait, l'analyse qu'il avait faite était trop en avance, en fait, pour Staline. Et donc, ils ont préféré jouer la carte Thorez, tout en jouant 2 ans plus tard exactement la politique qu'avait définie Doriot, mais lui, il avait quitté le Parti communiste. Oui. Et ce qui est fascinant, c'est, on le voit dans votre livre, par exemple, si vous voulez, on pourrait revenir par exemple, sur un personnage comme André Marty, oui. Bon, qui est quand même... c'est extraordinaire cette manière dont le communiste réussit à toujours manger ses propres enfants, quoi. Exactement comme les communistes espagnols qui sont réfugiés en Union soviétique ont ensuite été déportés au goulag. Oui. C'est-à-dire que et André Marty, qui est le mutin de la mer Noire, l'envoyé spécial du Comintern dans les brigades internationales en Espagne, qui est chargé de l'épuration et de l'exécution des trotskistes, qui représente le Parti communiste à Alger auprès des gaullistes, qui est le numéro 3 du PC en 1947, se retrouve mis en accusation et accusé d'être policier en 1952, quoi. Marty, qui a été monté en épingle et qui est devenu le mutin de la mer Noire, on a retrouvé il y a quelques années les feuilles de son procès, quand il est passé au procès, et quand il est passé en procès, il a dit qu'il regrettait en tant qu'officier de s'être soulevé et d'avoir forcé les marins à faire la révolte à bord du bateau où il était, et que son père n'aurait pas été d'accord. Bon, il a été condamné, et quand il est sorti de prison, il est devenu un héros du Parti communiste sous le nom du mutin de la mer Noire, alors que même à son procès, il n'était pas mutin, quoi, puisqu'il avait fait amende honorable. Alors, amis auditeurs et auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française, et je reçois donc ce soir en première partie Roger Olindre pour son ouvrage Ça suffit, qui vient de sortir aux éditions d'Heligoland, et ouvrage qu'il signera ce samedi, donc le samedi qui précède Pâques, donc le samedi 4 avril, à la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, de 14h30 à 18h. Donc, amis auditeurs, si vous voulez rencontrer Roger Olindre et avoir une dédicace de son ouvrage, vous pouvez aller, si vous êtes à Paris, à la librairie Facta samedi prochain. Donc, vous apportez aussi vous le rappelez, ce ne sont pas des révélations, hein.
mais parce que vous prétendez pas révéler, faire œuvre de pionnier, mais vous prétendez remettre les choses à l'endroit. Ces éléments, cet élément quand même qu'il faut toujours marteler, qui est la volonté. C'est très riche, il y a toutes sortes d'éléments, des citations, des journaux, etc. C'est l'entente qui a existé entre le Parti communiste et les autorités allemandes au début de l'occupation, avec même la tentative de reparition de l'immunité, la relégalisation du Parti communiste, etc., etc. Oui, alors ça, on dit, mais vous répétez toujours la même chose, Enfin, on ne répète pas toujours la même chose, et moi, personnellement, je ne répète pas toujours la même chose, dans la mesure où il n'y a pas de suite. Tant qu'il n'y aura pas une suite, il faut bien répéter les choses. On ne peut pas, nous, parce que nous sommes de droite, être traités de fascistes, de nazis, de pas bons républicains, de pas bons français par M. Valls et tout ça, et oublier ce que ces gens-là ont fait vis-à-vis des Allemands au moment de l'occupation allemande. Hein, Duclos et compagnie étaient réfugiés en Belgique, ils sont arrivés à Paris en traversant la France occupée par l'armée allemande avec dans des voitures officielles de l'ambassade de Russie et avec des OS allemands, des laissez-passer allemands. Enfin, c'est pas une invention. Alors, est-ce que ça a été dit une seule fois à une émission de télévision? Oh, peut-être une fois sur Arte ou peut-être une fois dans un film à 11h du soir. Mais dans les informations, est-ce qu'on entend un homme politique qui ose dire cela? Personne. Hein, et comme Madame Le Pen et ses amis ont supprimé 40 à 50 ans de l'histoire de France pour pas avoir à en parler, eh bien, les gens qui devraient en parler n'en parlent pas. Alors, si nous, écrivains, et sachant de quoi on parle, on n'en parle pas, ça ne sortira jamais. Et moi, je pense que tant que le procès du communisme n'aura pas été fait, eh bien, les choses tourneront mal. Tout à l'heure, vous disiez que je parlais aussi pas mal d'Israël et autres, parce que c'est la base de la politique mondiale aujourd'hui. Il y a des problèmes avec Israël depuis les années 20. On va y revenir tout à l'heure. Oui. Mais là, alors, on a déjà beaucoup de messages. Vous allez être en train de faire sauter le standard une fois de plus, Roger Hollande. Donc, je vais lire quelques messages. Merci à Monsieur Hollande de rappeler certaines vérités. Et vous répondez quand vous voulez. Savez-vous que M. Cohn-Bendit a demandé la nationalité française? Il possédera ainsi la double nationalité allemande et française pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles de 2017. Bon, je vous dirais que je ne crois pas du tout à la formule. Mais effectivement, ça doit quand même vous retourner le sang de voir Daniel Cohn-Bendit demander la nationalité française. Oui, c'est ahurissant. C'est un personnage que vous avez rencontré ou auquel vous êtes heurté, mais en tant que journaliste, vous ne l'avez jamais croisé? Je ne l'ai pas rencontré, mais enfin, je n'oublie pas les événements de mai, je n'oublie pas tout ce cirque qu'ils ont fait, je n'oublie pas ses collègues dans Sauvageau, je crois, qui a terminé inspecteur général de l'éducation nationale, alors qu'il avait été viré quand même de l'éducation nationale. Et commandeur de la Légion d'honneur. Oui, et qu'il avait déclaré, en parlant de l'apprentissage, nous ne sommes pas là pour former les esclaves du patronat. Et on oublie tout simplement que c'est depuis que l'apprentissage n'est pas prôné dans les écoles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, les 3/4 des gosses sortent sans savoir lire ni écrire et sans avoir au moins un embryon de métier. C'est grâce à ces gens-là. Oui, alors, justement, à propos de Daniel Cohn-Bendit, vous pouvez peut-être rappeler, vous le rappelez pas dans le livre, mais c'est quand même intéressant, que vous étiez très engagé à l'époque. Ouais. Vous aviez créé le Jeunesse Patriote. Après, je sais pas, c'est en quelle année le Front Uni de soutien au Sud-Vietnam? C'est à peu près... Oui, il est sûr et certain qu'à cette époque, il y avait plus grand monde qui s'activait sur Paris. Les 3/4 des têtes politiques avaient plus ou moins pris congé. Le Pen avait arrêté. Et j'avais créé, moi, à ce moment-là, l'association France-Vietnam du Sud. Et ensuite, le Front Uni de soutien au Sud-Vietnam, qui s'est battu constamment pendant des mois et des mois et des mois contre les gauchistes dans la rue. Jusqu'à l'exposition que nous avions fait rue de Rennes, en face de l'église, Saint-Germain-des-Prés,
et qui a été attaqué par les hommes de Cohn-Bendit descendus de Nanterre. Bon, là, on a eu plusieurs blessés graves, des jambes cassées. Vous-même, vous avez été blessé? Moi, j'étais roué de coups, j'étais bleu de la tête aux pieds. Hein, j'ai les os solides, heureusement, j'ai pas eu d'os cassés, et j'ai été pendu avec ma cravate, dans le couloir, à une rampe d'escalier, et j'ai eu le pot que ma cravate a cassé. Sans ça, je serais mort. J'aurais été le premier mort de mai 58. 68. Bon, hein, de mai 68. Oui, 68. Il y a eu en mai 58, avec les mois de mai, on se perd un peu. Mais, à la suite de cette attaque, c'est là qu'Occident a contre-attaqué dans les facs, et ça a déclenché tous les événements qui ont suivi. Oui, ça a déclenché mai 68, enfin le 22 mars. Non, mais pour dire, c'est pour les auditeurs de Radio Courtoisie, on a l'impression aujourd'hui, tout le monde a des téléphones portables, tout le monde va porter plainte aussitôt, etc. Il y a des caméras. Dès qu'il y a un militant nationaliste qui ose se défendre, il est aussitôt poursuivi et condamné. Bon, à l'époque, c'était, il y avait peut-être moins d'implication de la justice, mais c'était très dur physiquement. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, y compris quand il y a eu jusque dans les années 80 au Front National, quand il y avait des ventes militantes, quand vous teniez un stand, etc. Il y avait des attaques. Il faut rappeler, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était, je crois, il y a une quinzaine d'années, comment le stand des éditions de National Hebdo au Salon du Livre, c'est-à-dire théoriquement un endroit où il y a des intellectuels, etc., a été saccagé avec l'aval évidemment des dirigeants de ce salon qui regroupent tous les libraires français. Et à l'époque, c'était normal de passer les gens à tabac. Mais nous étions presque constamment dans la rue. Plusieurs fois par semaine, on contre-attaquait, on se battait contre les gauchistes. Et pour les militants d'aujourd'hui, je peux dire qu'il existait vraiment un esprit militant à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas les moyens de se signaler que nous avons aujourd'hui, qui existent aujourd'hui. Et en une heure, on rassemblait sur Paris 100 personnes, minimum. En une heure, on rassemblait 100 personnes. Et on portait la contradiction partout. On peut dire qu'on a tenu le pavé parisien contre les gauchistes soutenus avec beaucoup de moyens financiers. Et sans moyens financiers, on a quand même tenu pendant des mois et même deux années et demie en gros. Alors, je continue parce qu'il y a beaucoup de messages. Vous répondrez ou vous répondrez pas. Monsieur Hollande, pourriez-vous nous parler de Guy Môquet et de ce qu'il a fait pendant la Résistance? Bon. Mais c'est peut-être pas une question qu'on va aborder ce soir, parce que je crois pas que... je vais quand même répondre. Je crois que vous en avez parlé dans un précédent. Oui, j'en avais parlé dans un livre. Bon, Guy Môquet a été fusillé à 16 ans, hein. Donc je respecte le fait qu'il ait été fusillé. C'est un jeune héros, mais il a été présenté par Sarkozy comme un modèle de résistance, alors qu'il n'était pas résistant. Il n'était pas résistant parce qu'à ce moment-là, à l'époque où il avait été arrêté, les jeunesses communistes distribuaient des tracts, appelant à la collaboration avec les nazis. Je dis bien les dirigeants des jeunesses et les dirigeants des jeunesses communistes. Enfin, le fait qu'il ait été fusillé à 16 ans... Il a été fusillé comme otage, en fait. Il a été fusillé comme otage au moment où les communistes, n'écoutant absolument pas ce que disait De Gaulle depuis Londres, ont tué des officiers allemands parce que c'était le retournement. Il y a eu le retournement ensuite avec l'attaque de l'Allemagne contre la Russie. Et à ce moment-là, les chefs communistes ont fait un virage à 180 degrés et ils ont donné ordre d'enclencher le mouvement action-répression, ce qui est le classique de la guerre révolutionnaire. Alors, on a beaucoup de messages de satisfaction. Alors, je crois qu'il y a quelque chose, on va juste l'aborder, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est dit à l'antenne, et je crois que vous ne l'avez pas dit. Les FTT, mais contrairement à ce que dit M. Hollande, des résistants de la première heure. Mais des résistants de la première heure, mais vous l'avez dit vous-même, que c'était pas des résistants de la première heure, les FTP. Absolument pas. Ouais. En fait, les FTP, c'était des... Et j'ai même pas parlé des FTP, j'ai dit les travaux spéciaux qui sont devenus les FTP par la suite. C'est-à-dire les TP qui sont devenus les FTP par la suite. Alors on nous dit, l'or espagnol, bon,
on est obligé de simplifier. L'or espagnol n'a pas été volé, il a été donné par le gouvernement espagnol au gouvernement soviétique. Bon. Oui, mais on dit qu'il a été volé parce que les Espagnols communistes ou dirigeants de la gauche espagnole ont quand même compté ce qu'ils achetaient comme armes, hein, et comme il y avait eu quand même des centaines de tonnes d'or qui avaient été transportées en Russie, ils pensaient avoir de l'argent encore avec l'armement qui avait été livré. Et Staline, parce que c'est de Staline qu'il s'agit, Staline a fait répondre qu'il n'avait plus d'argent et même qu'ils en devaient encore un peu. Donc on peut dire qu'il a été volé, que cet or a été volé. Parce que si les communistes, la gauche espagnole avaient fait comme les franquistes, s'étaient adressés à des gens qui leur vendaient de l'armement, ils auraient pu acheter l'armement à crédit et garder leur or pour la banque, pour leur banque. Voilà. Alors, félicitations à Emmanuel Ratier et Roger Hollande. Difficile d'expliquer cette escroquerie que représente le mode de scrutin qui prive 25% des votants de représentants. Merci de nous en dire un mot. Alors, je dirais que vous, c'est une question que vous connaissez bien, hein, et qu'il n'y a eu qu'un moment où on peut considérer qu'il y a eu un scrutin représentatif relativement honnête en France, c'était au moment où il y a eu la proportionnelle, ce qui vous a permis de devenir député. Oui, mais enfin, tous ces gens expliquent que la proportionnelle, ça ne permet pas de gouverner un pays. Bon. Il y a des pays où il y a la proportionnelle intégrale. En Israël, il y a la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire des gens qui font 1% des voix ont des députés. En France, avec 40 ou 50% des voix, bien, il y a pas, le Front National n'a pas à 2 députés, je pense. Oui, et on voit bien l'exemple. Enfin bon, je vais revenir dessus dans Fake Document. Là, je pense que si c'est pas dans ce numéro-là, dans le numéro suivant, je vais faire une analyse des problèmes une analyse électorale, on est obligé. C'est qu'en fait, à la différence de la clé essentielle, à la différence de ce qui se passe à gauche, c'est qu'il n'y a pas de désistement républicain à droite. C'est-à-dire que le Parti communiste, pour être très clair, quand il a fait scission, quand il s'est créé en décembre 1920, en 1924, ils ont eu 4 députés, je crois. Bon. Et puis, en 1928, ils ont eu, je crois, 24 députés. Ils n'ont pas fait un meilleur pourcentage. Il y a tout simplement que dans les endroits où ils étaient arrivés en tête, la SFIO s'est retirée à leur profit, et eux se sont retirés au profit de la SFIO, l'endroit où la SFIO était devant. Et la grande différence avec la situation du Front National, c'est que je ne parle même pas des écologistes à qui on réserve des circonscriptions. Mais, où c'est encore plus aberrant. Mais le gros problème du Front National, il est clair, c'est qu'il peut compter que sur ses forces, théoriquement, au premier et au second tour. Ouais, puisque comme il refuse d'avoir un désistement, les candidats UMP, même quand partout, là on l'a vu dans très très nombreuses circonscriptions départementales, étaient dépassés par le Front National. Le Front National arrivait devant le PS et arrivait devant l'UMP, aucun UMP ne s'est désisté en leur faveur. Ça suppose pas d'avoir des alliances électorales. C'est ce que pratique la gauche depuis bientôt 100 ans. Et ils l'ont toujours fait, ils le font aujourd'hui, et ils accusent en permanence l'UMP de vouloir le faire, mais l'UMP ne le fait pas, puisque par exemple, on peut donner juste cet exemple, dans le Nord, je crois que c'est à Roubaix, je publierai les documents, il y a eu un tract commun du député UDF, enfin en gros UDF, centriste, passé depuis au Parti Socialiste, du député UMP local, du député PS local, demandant d'appeler à voter pour le Parti Socialiste. Voilà. Et je pense que pour les élections régionales, qui vont se dérouler en décembre prochain, il est tout à fait possible, comme les listes peuvent fusionner au second tour, qu'on se retrouve avec le système des apparentements qui avait eu à l'époque de Poujade. Qui était incompréhensible, mais qui a permis de balancer les élus de Poujade. Mais ce que les Français ignorent aussi, mais malheureusement, il faut quand même bien reconnaître qu'ils ignorent beaucoup de choses, c'est le découpage qui est fait par le gouvernement en place. Hein? J'avais cité dans un de mes derniers livres la lettre qu'avait reçu le Parti communiste de la part de
comment s'appelle le gars de Seine-Saint-Denis, là, qui a été ministre de l'Intérieur, le grande gueule, là, le marchand de Ricard. Pasqua, une lettre de Pasqua écrivant au Parti communiste français qu'il ne se tracasse pas. Il avait prévu dans le découpage plusieurs régions où les communistes, qui seraient réservées pour que les communistes aient des élus. Bon, et là, si les Verts ont eu des élus aux dernières législatives, c'est parce que M. Passé avait été discuté avec les socialistes et qu'il leur avait réservé et découpé un certain nombre de circonscriptions, ce qui est quand même proprement honteux et scandaleux. Alors, donc vous revenez. Alors il y a un autre épisode que vous abordez qui est quand même très important, qui en fait, vous revenez longuement sur le supposé coup d'État de Vichy. Oui. En expliquant qu'il n'y a jamais eu de coup d'État. Non, mais La Chambre, il faut toujours répéter que la Chambre, il y a un livre qui vient de sortir sur les députés, la Chambre des députés et des sénateurs qui existait au moment où le maréchal Pétain a été déclaré à la chef de l'État français. Ouais. Bon. Et on voit que les parcours sont beaucoup plus complexes qu'ils ne disent, puisque quand on va au Vichy, il y a une plaque en disant les 81, je crois, ou 84, je ne sais plus, députés qui ont refusé de voter. Il faut savoir que dans les députés qui ont refusé de voter, les sénateurs qui ont refusé de voter en faveur du maréchal Pétain, un certain nombre n'ont pas voté pour le maréchal Pétain parce qu'ils trouvaient que ça n'était pas assez strict et qu'en fait, pratiquement, ils voulaient une dictature. Et ils trouvaient que le maréchal Pétain était beaucoup trop républicain pour eux. Et on en a fait pratiquement des héros, des résistants, alors que c'était pas du tout ça. C'était absolument l'inverse. Bon. Et il faut jamais oublier, vous allez nous parler, Rogelin, c'est la Chambre du Front Populaire. Il n'y a pas eu d'élection entre 36 et 40, c'est la Chambre du Front Populaire, et on sait très bien, parce qu'il y a quand même des études qui sont parues dessus, c'est que s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, en 40, il devait y avoir des élections. Et ces élections auraient donné la majorité. Il y a un gros travail. Il y a une thèse qui est parue, plus différent. Le parti qui sera arrivé en tête, c'était le Parti social français du colonel de la Roque. Et il a remporté les élections. Il n'y a pas eu. Mais il n'y a pas eu d'élection. Mais c'est la Chambre du Front populaire, c'est-à-dire les socialistes, les communistes, les radicaux, etc., qui était majoritairement aussi une chambre de gauche, qui a voté en faveur du maréchal Pétain. C'est pour ça que tout le début du chapitre, j'explique, et je pose la question, mais comment peuvent-ils écrire sous toute cette histoire sans tenir compte de la situation en France avant la guerre, où les élections se faisaient, les gens votaient contre le fascisme et d'autres votaient contre le communisme. C'était quand même très tranché. Très tranché. Et c'est dans cela que j'ai parlé de la guerre d'Espagne, parce que le rapprochement entre ce qui s'est passé en Espagne et ce qui s'est passé en France, c'était du papier collé, c'était exactement la même chose. Et moi, je me souviens, quand j'étais gosse, j'habitais du côté du boulevard Voltaire, dans une petite rue, la rue des Boulets, qui était une rue ouvrière, comme il n'en existe plus aujourd'hui, avec beaucoup de sympathie, des petits commerçants, tout ça. Enfin, c'était une vie très agréable, à 20 mètres du boulevard Voltaire, où du matin au soir, certaines semaines, défilaient les communistes avec des orchestres sur des camions et tout, des drapeaux rouges à profusion, les blessés de la guerre d'Espagne. C'était l'hystérie collective. Bon, et à quelques kilomètres de là, c'était les Camelots du Roi, c'était les anciens combattants, il y avait une coupure en deux de la France à l'époque, et de toute ma jeunesse, le communiste, c'était le poivreau, c'était le voyou dans les villages, le connard du village, c'était le communiste du coin, et il y avait une opposition populaire anticommuniste qui n'est jamais décrite. Absolument jamais décrite. Alors on ne décrit pas ça. Ils n'expliquent rien, ils ne donnent rien. Ils prennent des mots par-ci par-là et ils en font leur casse-croûte, et ça devient la vérité historique. Manque de peau, la vérité historique ne tient pas la route. Et moi, ce bouquin, je l'ai fait pour la réconciliation nationale, là. Parce que je crois qu'il y a besoin d'une réconciliation nationale. Et comment peut avoir lieu la réconciliation nationale?
en arrêtant tous les jours de raconter aux gens que même en 2015, quand ça va mal, c'est de la faute à Pétain. Tous les jours, ça va mal, mais tous les jours, au moins une chaîne ou deux, il y a quelque chose sur la résistance, sur Vichy, sur Pétain, sur Adolphe, sur ceci. Tous les soirs, c'est la même chose. Et tous les soirs, les bons sont d'un côté, sont les cocos, et les mauvais sont de l'autre, sont les patriotes. Enfin, ceux qui ne se voulaient pas communistes. Oui, ce qui fait que, Alain Griotret, qui intervenait très régulièrement, avait écrit un très bel ouvrage, justement, sur la résistance était à droite. Parce que la vraie résistance, tous les premiers résistants et par la suite, d'ailleurs il y a une résistance militaire qui est rarement abordée des professionnels, la quasi-totalité c'était des gens qui se situaient dans les camoulox du roi, dans ce genre d'organisation, etc. Et c'était pas du tout, effectivement, déjà le Parti communiste résistait pas, mais les autres ils résistaient très mollement. On voit bien que et il y a toutes sortes de personnages. On met en exergue Jean Moulin, mais on parle beaucoup moins d'Estienne d'Orve ou toutes sortes de gens comme ça qui ont une importance bien plus Mais j'écris dans le livre que les gens qui ont rejoint les premiers Londres pour se battre, n'étant pas politiquement d'accord avec De Gaulle. D'ailleurs, De Gaulle n'avait pas émis ses idées politiques à l'époque. Il était royaliste. Il était plutôt de droite. Il lisait le journal des royalistes, l'Action française, et il était pour Maurras. Bon, après, il a été embobiné par un tas de coquins et il a mis en avant des idées plus ou moins de gauche. Mais je démontre sur 50 pages dans ce livre que sans De Gaulle, les choses se seraient passées de la même façon, avec en moins les communistes au pouvoir. C'est quand même pas rien, c'est quand même important. Parce que Giraud... C'est Giraud qui a armé l'armée d'Afrique. Oui, vous revenez très longuement sur cette armée d'Afrique, il faut en parler. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement plus aucun ouvrage, pratiquement plus. Heureusement, il a un petit-fils qui a pris sa défense, Henri-Christian Giraud, mais on peut pas dire qu'on parle souvent du général Giraud dans l'histoire de l'occupation et de la résistance. Giraud, personnellement. De Gaulle n'a jamais participé à un seul combat, alors que le général Giraud a conduit... Giraud, lorsqu'il s'est évadé d'Allemagne, recherché par toutes les polices allemandes, il a traversé une partie de la France, il a été à Vichy déjeuner avec Pétain, et de là, il a été transporté par les réseaux de résistance de l'armée d'armistice jusqu'à Gibraltar, où il est parti en Afrique du Nord. Et lorsqu'il est arrivé en Afrique du Nord, il a pris le commandement de l'armée française qui avait résisté au débarquement américain sur ordre de Vichy, avec l'accord des Américains. C'est quand même pas rien. Il y avait l'accord de Murphy, le représentant des États-Unis, qui avait demandé, pour pas que les Allemands viennent semer la panique, résister comme vous pouvez, de façon qu'on n'ait pas l'impression que vous avez ouvert les portes de l'Afrique du Nord. C'était un ordre qui avait été donné par Weygand et par Pétain. Weygand qui avait reformé l'armée d'Afrique en camouflant beaucoup de choses, y compris un matériel immense camouflé dans des endroits où il y avait un Européen pour 25 ou 30 ou 50 musulmans qui n'ont jamais dénoncé le fait que l'armement avait été planqué par les Français. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à redire, il y a peut-être des choses à revoir. Et Giraud est parti directement prendre le commandement du front de Tunisie, où c'était quand même pas rien, c'était ce qui restait, mais qui est très important, de l'armée Rommel qui déferlait sur la Tunisie. Et les combats ont vu engager 85 000 hommes sous les ordres de Giraud. Ils ont perdu 15 à 16 000 hommes au combat. Les 15 ou 16 000 hommes de l'armée dirigée par Giraud qui s'opposaient à l'avance de ce qui restait des divisions de Rommel représentaient la totalité de l'infanterie du général de Gaulle dans la France libre. Voilà, les morts de cette attaque de l'armée d'Afrique, les morts de l'armée d'Afrique sur le front de Tunisie correspondaient
point pour point, au nombre de soldats que Charles de Gaulle avait sous la croix de Lorraine. Et c'est Giraud qui a obtenu de Roosevelt, qui ne pouvait pas voir de Gaulle, l'armement de 10 divisions. Et comme ensuite Giraud a été viré et tout ça, il y avait pour armer 5 divisions qui étaient parties d'Amérique. Mais le restant n'est jamais arrivé parce que Giraud était le seul à avoir la confiance des Américains. Donc si Giraud n'avait pas été viré, si De Gaulle, à ce moment-là, n'avait pas pris le pouvoir en s'imposant de façon dégueulasse, eh bien, l'armée d'Afrique débarquait sous les ordres de Giraud, rentrait dans Paris, et les gens disent, avec à sa tête le maréchal Pétain sur son cheval blanc. Voilà, je cite la phrase de De Gaulle disant cela à Rémy. De Gaulle disant à Rémy, mon pauvre vieux, si Pétain était parti en Afrique du Nord au moment où les Allemands ont occupé la zone sud, bien il serait rentré à Paris sur son cheval blanc, et nous, on était frits, on était faits. C'est la réalité. Alors, tout ça n'existe pas dans les livres de France. Alors, on veut réhabiliter Pétain. Moi, je veux réhabiliter personne. Je veux la vérité. Et je veux que des gens qui n'ont rien foutu de leur vie, qui n'ont jamais tenu un fusil, arrêtent de nous emmerder avec leur guerre qu'ils n'ont pas faite. Ils font la guerre 25 ou 30 ans après. Et ils sont fatigués. C'est quand même un peu bizarre. Oui. Il faut quand même rappeler que le seul territoire qui était libéré par les Français, c'est la Corse. Oui. Qui a été libéré, mené par le général Giraud. C'est le seul département. Enfin, c'était la région. Ça, de A à Z, voilà. C'est Giraud. Avec des troupes françaises. Je crois qu'il a pratiquement, il doit encore avoir une place quand même. Oui. Enfin, il a quasiment pas de place encore. Uniquement des troupes françaises, la marine française et l'aviation française. Et De Gaulle, et les gaullistes politiques d'Alger, parce qu'il y avait 2 sortes de gaullistes, il y avait les soldats gaullistes qui étaient comme tous les soldats du monde, et comme tous les soldats de toutes les armées françaises, des types qui étaient là pour se battre, et les autres, les politicards, qui étaient là pour la gamelle. Ils avaient accusé Giraud à ce moment-là d'être un fou. Qu'il allait à la catastrophe. Et dans une rage folle, il y a l'heure, la date, le jour à Alger, où De Gaulle dit à Giraud, vous m'avez volé la Corse. Non, mais t'es un cinglé, ce mec, hein. Alors, chers amis, vous avez dû reconnaître la verve de notre ami Roger Olinde, donc, qui est l'invité de ce soir au micro de Radio Courtoisie. Pour vous présenter son nouvel ouvrage, Ça suffit, 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnies, qui est sorti il y a une semaine aux éditions d'Héligoland, et ouvrage qu'il signera ce week-end, samedi prochain, à Librairie Facta, de 14h30 à 18h, et la Librairie Facta se trouve 4 rue Clichy, Paris 9e, juste à côté du métro Trinité d'Estienne d'Or. Voilà. Et cet ouvrage de 600 pages fait et coûte 25 €. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. Et je remercie mon éditeur qui a voulu faire ce livre pas cher, justement, pour que les jeunes puissent l'acheter, parce que c'est l'histoire de France revue et révisée, mais révisée dans le sens de la vérité. Alors justement, il y a... autre élément, parce qu'on ne peut pas résumer le livre, il est trop large, etc. C'est une époque que vous avez évidemment très très bien connue, qui est la période de la guerre d'Algérie, qu'on ne peut pas raconter intégralement. Mais enfin, l'escroquerie de l'affaire des accords d'Évian. Ça, je crois qu'il faut que vous en parliez, parce que c'est un des points dans votre... Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'accord le 19 mars 62, comme vous l'expliquez, et pourtant partout en France fleurissent place du 19 mars 62. Or, ça s'est déroulé, comme vous l'expliquez, le 18, et pas le 19. Je donne les dates à peu près où 2 ans après le début de la rébellion, soulèvement qui est dirigé depuis le Caire, c'est la radio du Caire qui lit le papier sur l'indépendance de l'Algérie, et c'est là que les tueries commencent. Mais c'est 2 ans ou 3 ans après le soulèvement qui avait suivi la fin de la guerre en Europe, où les communistes étaient au pouvoir en France, avec De Gaulle. Et les communistes, à cette époque-là, pensaient prendre le pouvoir.
ils pensaient chasser De Gaulle et prendre le pouvoir. Et il faut dire qu'ils avaient quand même eu je ne sais combien de députés, 126 je crois, qu'ils avaient une CGT qui avait 5 millions d'adhérents, qu'ils tenaient toutes les administrations, bon, ça se ressent encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, le pourrissement des administrations a commencé à ce moment-là, et ils pensaient être les patrons en France, chasser De Gaulle. Bon. Ça ne s'est pas fait pour une seule raison, c'est que Staline, hein, qui sortait d'un merdier absolument incommensurable, hein, et qui commençait à peine à relever la tête, ne voulait pas trop s'embarquer. Il préférait rafler les pays de l'Est, qui étaient plus faciles pour lui, hein, et il voulait pas rentrer en conflit avec les Américains, parce que les Américains n'auraient pas admis que la France tombe aux mains des communistes à ce moment-là. Mais lorsque les communistes étaient au pouvoir avec De Gaulle, hein, c'est là qu'a commencé la guerre d'Indochine. Hein. Thorez recevant Monsieur de Saint-Denis, qui est envoyé pour représenter la France en Indochine et surtout au Tonkin, et Thorez, ministre d'État, excusez du peu, dit déserteur, rentré de Russie parce que le Parti communiste avait accepté de dissoudre les brigades internationales, mais enfin l'équivalent. Les FTP. Hein, c'est les FTP qui non, étaient... c'était pas les FTP, ça portait un autre nom, les milices ouvrières, ou enfin je ne me rappelle pas. Quoi, mais là, il y a eu un marchandage entre De Gaulle et les communistes, et ils ont dissous leur armée privée. Autrement, ils pensaient prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, il n'était pas pour eux question de larguer l'Indochine, il n'était pas question de larguer l'Algérie, il n'était pas question de larguer l'Empire. Hein. Lorsque Saint-Denis part en Indochine, il est reçu, je dis par Thorez, déserteur communiste rentré en France. Et Thorez lui dit, faites respecter l'ordre français, hein, et si le Viet Minh n'obtempère pas, faites donner le canon. C'est officiel. C'est officiel. Ça devrait être dans l'histoire de France. Et lorsqu'après, il y a le soulèvement de Sétif et autres en Algérie, le ministre communiste de l'air fait donner l'aviation sur les douars qui se sont soulevés, et le ministre communiste de la marine fait donner l'artillerie navale sur les bleds qui se sont soulevés. Et l'humanité traite les premiers félagas, qui s'appelaient pas félagas encore à l'époque, hein, d'agents nazis. Alors tout ça, c'est la vérité. Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi tous les jours on raconte des conneries, des mensonges? C'est la vérité historique. Alors c'est parce que nous ensuite, on a voulu garder l'Algérie pour la France. Garder le Sahara pour la France. Et je dis 20 fois dans ce livre, si nous étions restés au Sahara, mais l'Afrique serait en paix aujourd'hui. Parce que tenant le Sahara, le cœur de l'Afrique, et nous étions les champions du monde, hein, à connaître ces territoires, puisqu'il y a des territoires où il n'y a que des Français qui ont mis les pieds. Je dis bien, il y a des territoires au Sahara où il n'y a que des Français, dont Conrad Killian, qui ont mis les pieds, qui ont planté le drapeau français. Et c'était des terres incognitas qui appartenaient au premier qui arrivait. Et le premier qui est arrivé, c'est Conrad Killian avec un drapeau français. Et ces terres étaient françaises. Et M. de Gaulle les a larguées à des gens qui étaient même pas capables de se battre, puisqu'ils faisaient la guerre dans les hôtels internationaux. Et ils ont pris le pouvoir face aux gens qui s'étaient réellement battus. Et aujourd'hui, on nous parle encore de la paix en Algérie, comme si ça avait amené aux Algériens le bonheur. Mais ça leur a tellement amené le bonheur qu'ils n'ont tous qu'une idée en tête, c'est venir ici. Alors que si nous avions gardé l'Algérie et le Sahara, l'immigration ne se ferait pas de là-bas vers l'Europe, mais de l'Europe vers là-bas, parce que nous étions capables de faire leur Afrique, et en faisant leur Afrique, on tenait toutes les régions qui saignent aujourd'hui, qui sont en guerre aujourd'hui, et surtout ce nœud de vipère qui est le Sahara, où nous avions tous nos alliés, toutes les tribus nomades et autres qui voulaient que la France reste, et qui avaient supplié De Gaulle de leur laisser un territoire à eux. Et vous rappelez d'ailleurs que
Vous vous rappelez d'ailleurs, on le voit trop peu marqué, on le voit dans les ouvrages de Bernard Lugan ou de gens comme ça, mais on ne le voit pas, qu'en fait, effectivement, le Sahara n'a jamais appartenu, jusqu'à ce que le général de Gaulle le donne à l'Algérie, le Sahara n'avait jamais appartenu à l'Algérie précédemment. Ça s'appelle Al-Jazaïr, il n'a jamais inclus, dans aucune des cartes, n'a jamais inclus le Sahara. Je répète, et je cite les faits, que Conrad Kilian a mis les pieds avec son chameau blanc et son drapeau tricolore sur des territoires où pas un blanc, ni un noir, ni un arabe, ni un algérien, ni rien avait mis les pieds. Des terres inconnues. C'était le premier. Et au nom de la France, il a planté le drapeau français. En droit international, c'est irréfutable. Monsieur de Gaulle a largué tout ça. Alors on me pose encore la question, je l'ai dit 200 000 fois, je l'ai écrit 25 000 fois, mais pourquoi de Gaulle a largué tout ça? Il a largué tout ça parce que il y avait des gens comme Adenauer qui lui disaient mais c'est un boulet, l'Empire français est un boulet pour vous, vous êtes le plus grand homme de la planète, devenez le patron de la troisième force, on vous aidera. Et c'est pour ça qu'il a largué l'Algérie. Vous parlez effectivement de cette espèce de positionnement, on pourrait dire non aligné, hein, un peu sur les... Et il espérait en fait en prendre la tête. Voilà, il voulait faire un second Bandung. Un second Bandung et être le patron de la troisième force entre les Américains et les Russes. Et il avait l'accord d'Adenauer pour ça. Mais là, je le répète encore, vous croyez que demain ça va être repris dans un journal? On peut crier dans le désert. On ne sait pas pourquoi De Gaulle a largué l'Algérie. Ça fait des années que j'ai apporté la preuve. Et j'ai apporté la preuve parce que je cite les phrases de chef FLN, disant De Gaulle pensait qu'en s'entendant avec l'Algérie nouvelle, ça lui ouvrait les portes du tiers-monde et qu'il en deviendrait le patron. C'est dedans, le jour, l'heure. Oui, vous expliquez, d'ailleurs, il s'entend avec Ben Bella. Oui. Bon. Et justement, c'était un des points, et Ben Bella va être renversé. Et les chefs algériens disent, pour De Gaulle, Ben Bella était gaulliste. Parce que Ben Bella était sous-officier dans les tirailleurs, il a fait une très belle guerre en Italie. Il a été décoré par De Gaulle. Il a été décoré de la médaille militaire sur le front. Par De Gaulle en personne. Sur le front de Cassino, par de Gaulle en personne. Et De Gaulle et les services gaullistes l'ont vu plusieurs fois par la suite. Et lorsqu'il était au pouvoir, il devait y avoir la réunion au camp des Pins, pas loin d'Alger, où ils avaient construit des villas, des restaurants et tout ça pour faire le second Bandung. Et là, De Gaulle serait appelé pour faire le discours final de cette réunion du tiers-monde. Et il deviendrait ainsi le patron du tiers-monde grâce à l'Algérie à qui il avait tout donné, le Sahara et tout le reste, 100 000 harkis assassinés, 1 million et quelques de pieds noirs chassés de leur territoire, et il pensait que c'était bien, mais manque de peau, quelques jours avant que la réunion ne commence et que De Gaulle soit invité à venir faire le dernier discours, eh bien Ben Bella est mis en prison par son chef d'état-major. Il reste 17 ans en prison, changé tous les 3 mois de cache et de cellules. Et les Américains s'étaient entendus avec les Russes parce que les Américains ne voulaient pas que la France devienne une puissance pétrolière, ce qu'elle était et gazière, ce qu'elle était en train de devenir avec les réussites du Sahara, et les Ruskov lorgnaient sur certains ports en Afrique du Nord. Donc les deux pays qui ne s'entendaient pas, la Russie et l'Amérique, se sont entendus entre eux pour que leurs services secrets appuient les services de l'armée algérienne pour foutre en prison Ben Bella. Voilà. Mais est-ce que ça va être repris demain dans un journal? Ça ne sera jamais repris dans un journal parce que la vérité ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, on se demande pourquoi le général de Gaulle a largué l'Algérie et le Sahara qui était la chance de la France et de l'Europe. On se demande pourquoi. Un gros point d'interrogation. On ne saura jamais la suite. Grâce à Radio Courtoisie, les gens qui nous écoutent la connaissent. Oui, puisque vous l'expliquez. Je l'explique en long, en large et en travers.
Alors, on me demande de donner, on a beaucoup de messages de félicitations, donc on me demande de donner l'adresse des éditions d'Heligoland. Alors, je dis les éditions d'Heligoland, c'est, il n'y a pas d'autre renseignement, c'est Pont Autou, AUTHOU, 27 290. Je regarde si j'ai... Au dos, en bas, en bas au dos, là, non? Ah oui, c'est boîte postale 2. Voilà, édition d'Heligoland, boîte postale 2, 27 290, Pont-Autou. Et sinon, sur Internet, vous tapez édition Heligoland et vous le trouvez. Et cet ouvrage est en vente dans les quelques librairies amis. Et samedi, aussi. Voilà, et vous signez samedi à la librairie Factac, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e. Alors, je rappelle d'ailleurs, on a eu d'autres questions. Je rappelle que les éditions Heligoland ont édité un certain nombre de vos ouvrages, enfin, je dirais les ouvrages les plus récents, mais on en réédité un certain nombre, comme par exemple Requiem pour 3 sous-offres ou Le Levain de la colère, qui a été réédité, parce qu'on me demandait comment avoir Le Levain de la colère. Il a été réédité l'année dernière. Je crois qu'on peut dire que je crois que Le Levain de la colère, c'était votre plus gros succès. On disait, il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, oui. C'était chez Robert Laffont. Oh, dans un tas de petits éditeurs, ça ne m'a pas rapporté le prix que ça aurait dû me rapporter, parce que tous les gars, toutes les petites éditions de droite, ils me téléphonaient, j'ai des problèmes, est-ce que je peux sortir votre bouquin? Alors ils en tiraient 5 000, mais on voyait pas beaucoup briller les billets, mais enfin, c'était pour la bonne cause. Bon, alors on a toutes sortes de messages qui parlent, par exemple, pourriez-vous nous rappeler, bon, mais on peut pas tout rappeler, bon, pourriez-vous vous rappeler que Conrad Killian a été suicidé par les services secrets anglais? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de livres, j'arrive plus à me souvenir, il y avait un Pierre Fontaine qui a publié un certain nombre d'ouvrages à la le grand spécialiste. À la librairie française, d'Henri Coston, a publié toute une série d'ouvrages sur les origines de la guerre du pétrole. Il a dû consacrer une biographie à Conrad Killian, etc. Donc il y a eu toutes sortes c'était et c'est écrit dans un bon esprit. Bon, on nous parle du budget des années 50. On demande si derrière l'Algérie il y a Israël. On nous parle des pieds noirs, etc. Bon, ça part un peu, je dirais, un peu dans tous les sens. Mais bon, je suis obligé de sélectionner les messages. Je veux dire, parce qu'il y en a tellement, j'essaye de choisir ceux qui seront le plus faciles qui intéresseront le maximum de personnes. En plus, il y a un certain nombre de messages personnels que je vous passerai à la fin de l'émission. Voilà. Alors, on a aussi un certain nombre de questions. Ça touche pas directement votre sujet, mais je trouve qu'il est normal, puisqu'un certain nombre d'auditeurs en parlent. Un certain nombre d'auditeurs se montrent très critiques vis-à-vis de vos critiques vis-à-vis du Front National et de Marine Le Pen. Voilà. Ouais. Donc, mais on peut en parler. C'est pour ça. Comme il y a des auditeurs, il y a un dialogue, donc on peut parfaitement en parler. Je vais répondre. C'est le moment. Et on nous dit justement, il y a eu des diabolisations puisqu'ils ont franchi 25% des votes. Bon, voilà. Mais c'est clair, simple, comme a été ma vie. J'ai été droit dans ma vie. J'ai pas voulu changer. Bon, moi, je pense que il n'y avait pas à dédiaboliser le Front National, puisque c'était nos ennemis qui nous diabolisaient. Et ils nous diabolisaient sur des choses qui ne sont pas le fait du diable. Bon. Et on ne peut pas faire d'une politique nationale en supprimant, comme l'ont fait les amis et conseillers de Marine Le Pen, que je n'attaque pas, je n'ai pas fait campagne contre elle, je n'ai pas demandé aux gens de ne pas voter pour elle. Moi, je suis membre fondateur du Front National. Nous étions 4, on n'était pas 36 000, nous étions 4. Quand je suis arrivé au front, je sortais de la période de bagarre de plusieurs années sur Paris comme militant et chef militant de droite. Je ne suis pas arrivé les mains vides, je suis arrivé avec des idées saines qui étaient en grande partie celles de Jean-Marie Le Pen. Et que voulait Jean-Marie Le Pen et que voulaient ses amis à ce moment-là, c'était la réconciliation nationale. Alors on nous dit, mais alors, votre réconciliation nationale, elle s'adressait même aux gens qui étaient dans des camps opposés pendant la guerre. Ben oui, la réconciliation, il vaut mieux essayer de réconcilier des gens qui n'étaient pas d'accord la veille. Ça, c'est pas la peine d'essayer de faire la réconciliation. J'ai préféré partir, avoir ma liberté de parole et crever demain
en pouvant me regarder dans une glace, je n'aurais jamais trahi les gens qui m'ont fait confiance. Voilà. Ça n'est pas attaquer Marine Le Pen bassement que de dire ça. Hein? Et puis, je pense, la deuxième chose, mais c'est la première fois que j'en parle à cette radio, que économiquement, leur programme ne tient pas la route parce qu'il est trop gauchiste et ressemble trop à celui de M. Mélenchon. Voilà. Si les amis qui ont envoyé ces papiers veulent me rencontrer un jour dans un bistrot pour boire un coup, je suis prêt à discuter une demi-heure avec eux pour leur expliquer entre quatre yeux ce qu'est ma position. Ma position politique aujourd'hui, c'est la base des idées du Front National telles que ces idées ont fait la France et telles qu'elles referont la France demain. Voilà, c'est pas compliqué, je n'ai pas changé. Je n'ai absolument pas changé. Je pense que vous avez fait en quelques instants le tour de la question sur vos positions. Je crois qu'il valait mieux pas en parler clairement puisqu'on avait 5 ou 6 messages. Je n'ai rien à cacher. Et je n'ai pas d'ennemis. Mais je ne veux pas dire amen à tout. Alors, on a toujours des auditeurs qui sont extrêmement cultivés, donc quelqu'un nous précise, il s'agit de La mort étrange de Conrad Killian, inventeur du pétrole saharien, par Pierre Fontaine, sorti aux éditions Les 7 couleurs, qui était la maison d'édition de Maurice Barthèche. Oui, c'est exactement ça. Alors, on va continuer sur l'ouvrage, et justement, bon, vous venez on va sauter plusieurs... dizaines d'années, parce que vous parlez, par exemple, de l'infiltration trotskiste à l'intérieur du Parti socialiste, etc. Bon. Et puis, c'est un sujet que vous aviez déjà abordé, mais là, vous synthétisez cette affaire que vous avez vue à l'époque d'ailleurs où vous étiez un des principaux dirigeants du Front National et vous avez été député européen, c'est cette grande manipulation avec SOS Racisme que vous développez assez longuement dans l'ouvrage en recitant un certain nombre de choses et en disant que c'est un des éléments en fait qui ont créé une grande dissension à l'intérieur du milieu immigré qui a radicalisé une partie de l'immigration contre les Français avec qui ça se passait plutôt jusque bien. Et ils ont été largement astralisés. On se rend compte qu'un certain nombre, par exemple comme une des invités que j'ai eu plusieurs fois, qui est Farida Belgoul, qui était une des animatrices de la Marche des Beurs, s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une manipulation du Parti socialiste derrière et ils ont refusé de marcher dans la combine. Oui, parce qu'il faut le rappeler, vous n'avez jamais, en tant que tel, vous n'avez jamais rien eu, et toute votre conduite le montre, vous n'avez jamais rien eu contre les Arabes, les musulmans, etc. Mais je crois qu'il faut rappeler que vous avez été... Le programme du Front National à l'époque... Vous étiez dans une arcade. Disons, le programme du Front National historique, au sujet de l'immigration, c'était « nous n'avons rien contre les immigrés, nous avons tout contre l'immigration sauvage et l'entrée de n'importe qui dans le pays. » Et puis il y a eu le fait que nous avons mis en avant la préférence nationale. Mais c'est devenu une insulte. Hitler et les bourreaux nazis étaient des rigolos à côté de nous parce qu'on parlait de la préférence nationale. Moi, j'ouvrais presque tous les soirs les débats avant que Le Pen ne parle. C'est moi, comme on dit, qui chauffait la salle. Presque tous les soirs, je parlais de l'immigration, de la préférence nationale, en expliquant à la différence de ce que disent les imbéciles. Pour nous, la préférence nationale, ce n'est pas de s'occuper uniquement des Français grands, blonds, aux yeux bleus. Si on avait à s'occuper que des Français grands, blonds, aux yeux bleus, il n'y aurait pas beaucoup de boulot. Pour nous, la préférence nationale s'adresse aux Français, à tous les Français, quelle que soit leur race ou leur religion. Et il y avait des fois dans la salle des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Mais je l'ai dit et je le répéterai jusqu'au bout. Tous les Français, quelle que soit leur race ou leur religion. Si les choses ont changé depuis, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. À force de leur parler des valeurs de la République et de ne jamais leur parler de la France, on a le résultat qui est arrivé aujourd'hui. Mais moi, je parle d'un programme que nous avons mis en avant. On n'a pas non plus à se renverser des seaux de je ne sais quoi sur la tête tous les jours, à s'accuser de tous les malheurs de la terre. Si les choses avaient été respectées,
que les lois sociales ne s'appliquent qu'à tous les Français, quelle que soit leur race ou leur religion, même aujourd'hui, il n'y avait pas de problème. Les problèmes aujourd'hui viennent du fait que le mot français ne veut plus rien dire. Que dès qu'un gars n'est pas en règle et doit être expulsé, dès que ça commence, que la police met les choses en place, on mobilise les gosses, on fait pleurer les mamans, on fait pleurer tout le monde, parce que la loi n'est plus respectée. Et la loi n'est plus respectée parce que le mot français lui-même est devenu un terme ignoble. Et je répète encore, et ceux qui m'entendent chaque fois que je viens à cette radio, au Conseil régional d'Île-de-France, il suffisait de prononcer le mot français pour que sur tous les bancs des Verts et de la gauche, on aurait cru que quelqu'un venait de leur planter une aiguille dans les fesses. Ils sursautaient au seul mot de français. Le mot français ne veut plus rien dire. Et tout le monde a droit à tout, français ou pas français. De toute façon, il n'y a plus de français, il y a des gens qui sont ici. Qu'ils soient en règle ou qu'ils ne soient pas en règle. Alors que la préférence nationale aurait arrêté cela sans faire aucune discrimination. Sans faire aucune discrimination. Mais ne pas faire de discrimination, ça permettait aussi de ne pas donner la paye, les allocations familiales à un Africain qui a 7 ou 8 femmes, ou 4 ou 5, ou 3 ou 4, comme ça arrive le plus souvent, lui-même touchant tout ce que doit toucher un père de famille, et sa femme, et ses enfants, et les femmes seconde, troisième ou quatrième, les allocations de femmes célibataires, de mères au foyer et autres. Est-ce qu'on entend une seule fois du matin au soir, alors que les gens viennent pleurer à la télé, qu'ils sont malheureux, qu'ils n'ont pas d'argent. Il paraît qu'il y a des gens qui meurent de faim en France, ce que je demande à voir. Hein. Il paraît qu'il n'y a que des malheureux en France. Le seul truc correct, c'est d'ailleurs déjà de fermer les frontières. Mais parler de préférence nationale et de fermeture des frontières, c'est interdit. Comment peut-on intégrer les gens qui sont là si tant qu'ils ne sont pas intégrés, on laisse arriver Pierre, Paul, Jules et Hector par centaines de milliers en plus par an, à qui on doit le logement, le casse-croûte, le fric, l'éducation nationale et tout. La santé. La santé. Mais ça n'est pas possible. Dernièrement, j'ai une petite crise, vu que j'ai du diabète, j'ai été transporté à l'hôpital. Je suis resté 7 jours à l'hôpital. J'ai été traité comme un prince. Le personnel du haut en bas de l'échelle de l'hôpital, compétent, correct, très gentil, faisant son boulot jour et nuit. J'ai dit, mais enfin, tout ça, ça coûte une fortune. Je suis fier d'être français et de voir comment sont soignés les Français. J'ai discuté avec des gens de base, y compris le gars qui nettoyait les couloirs. Je dis, mais c'est formidable, vous faites tous très bien votre boulot, hein? Mais ça doit coûter une fortune. Il m'a dit, ça coûte surtout une fortune parce que les 3/4 de ceux qui sont là ne payent pas. Voilà la réalité. Est-ce que c'est aussi interdit de le dire? Oui, c'est interdit de le dire. Est-ce qu'il y a trop d'étrangers en France, des sans-papiers? Oui, c'est interdit de le dire. C'est-à-dire que c'est pire que les 3 petits singes. On n'entend rien, on ne voit rien, et on a les 2 mains sur la bouche, on ne peut plus parler. Mais heureusement, c'est au nom de la démocratie et de la liberté. Si c'était pas au nom de la démocratie et de la liberté qu'on n'ait plus le droit d'entendre, plus le droit de rien dire, hein, eh bien, ça serait dangereux. Mais là, c'est pas dangereux. Hein. Les patriotes de ce pays n'ont plus qu'un droit, fermer leur gueule, mais c'est normal. Mais moi, je trouve que ça n'est pas normal. Alors, je vous rappelle, auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française, et je reçois ce soir, avec notre ami Jean-Paul Chérigas-Dolmeta, Roger Hollinde, pour son ouvrage « Ça suffit », qui vient de sortir aux éditions Heligoland, ouvrage qu'il dédicacera ce samedi à la librairie Facta
4 rue de Clichy, Paris 9e, que 14h30 à 18h. Alors, on va bientôt, évidemment, se quitter, parce que cette heure et demie est passée très vite. Vous avez une quarantaine de livres à votre actif, Roger Hollande. Hein. Je ne suis jamais passé une seule fois à la télé. Jamais une seule fois à la télé. Là, je vais passer à une télé, mais c'est une télé amie, une télé libre. Je n'ai jamais été à aucune émission littéraire. Ça, c'est clair. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Vous nous l'avez un peu dit, mais il est destiné à qui? Il est destiné, d'abord, le livre, je commence le livre, je suis en voiture avec Pierre... Qui est préfacé par Anne Brassier, d'ailleurs. Très jolie préface. C'est préfacé par Anne Brassier. Très belle préface. J'ai écrit le livre parce que je devais l'écrire avec Pierre Descaves. Pierre Descaves, tous les combattants de l'Algérie française le connaissent. Il fait partie de ces 18 classes de pieds noirs que M. Hollande oublie tout le temps dans ses discours sur les débarquements et tout ça. Il n'y a pas de pieds noirs qui ont débarqué à l'entendre. Et nous étions en voiture. Alors Pierre Descaves est mort entre-temps. J'ai donc écrit ce livre avec sa photo. Vous vous rappelez, bon, il a été député Front National. Il était député Front National. Il était conseiller régional très important dans une ville de province. Enfin, et puis il était un peu rassembleur des associations pieds noirs. Parce qu'il y mettait son cœur. Oui, on avait fait une émission avec lui justement pour. Il y mettait son cœur et son argent. Et nous étions en voiture tous les deux. On rentrait d'une réunion qui s'était passée aux Invalides avec le mouvement Jeunes Pieds Noirs. Et il était l'heure de l'émission de Bouvard. Et l'invité du jour, c'était Ramayad. Bon. Ramayad est une jolie femme d'origine sénégalaise à qui je souhaite la bienvenue en France. Elle est venue en France, elle a eu la nationalité française. En fait de racisme, elle a été deux fois députée. Hein. C'est pas si mal que ça. Il était ministre une fois aussi. Oui, deux fois ministre. Et alors, je crois qu'elle a jamais été députée. Oui, 2 fois ministre. Et alors, Bouvard lui dit, mais alors, racontez-nous votre vie en France. Ben oui, je suis française, j'ai pris la nationalité française. Et quand j'ai opté pour la nationalité française, j'ai longuement discuté avec ma mère, hein, et ma mère, je lui ai demandé, mais maman, je deviens française, est-ce que je prends toute l'histoire de France en compte, y compris la période Vichy, le maréchal Pétain? Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne tombe pas rond dans ce pays. C'est cette jeune femme qui doit avoir à peine 30 ans, qui n'était pas née pendant la guerre, qui est née dans une colonie française, qui est devenue française, ce dont j'ai rien contre, qui est devenue 2 fois ministre, je l'ai déjà dit. Hein, on est en 2014, c'est en 2014, à se poser la question, est-ce que je dois aussi prendre en compte... Et c'est là que j'ai dit, mais il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. C'était donc l'année dernière, en 2014, une fille arrivant de l'étranger se pose la question, est-ce que je dois prendre aussi en compte la période du maréchal Pétain? C'est là que j'ai décidé d'écrire ce livre et de m'adresser aux gens qui font la France d'aujourd'hui avec ses joies, et malheureusement, ces problèmes. Je m'adresse aux musulmans en leur disant qu'ils n'ont pas à aller faire le service militaire en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, mais je m'adresse aussi immédiatement aux juifs en leur disant qu'ils n'ont pas à aller faire le service militaire en Israël. Je pense que tout ça, ça découle du bon sens, que c'est ça la réconciliation nationale possible. Et puis, j'en ai un peu marre, je le dis franchement, je suis pas ni anti-républicain, je sais pas si je suis républicain, je suis français avant tout, fier d'être français, et je sais que dans l'armée d'Afrique où j'ai servi avec honneur et fidélité, des gens de toute race et de toute couleur montaient à l'assaut au clairon quand il le fallait pour les valeurs de la France. L'amour de la Je le regrette, c'était l'amour de la France, on leur parlait pas, comme M. Valls et compagnie, des valeurs de la République qui ne veulent rien dire. Il y a déjà eu 6 républiques, ou 5 ou 6, il y en aura peut-être 7 ou 8
8 ou 10, ce sont des républiques. Moi, ce que je veux, ce pourquoi je combats, c'est mon pays, la France. Et je suis prêt à crever pour ça, même si j'ai 86 ans aujourd'hui. Bravo. Bon, je crois que c'est une belle conclusion pour cette émission. Je vous remercie, Roger Olindre. Donc, je rappelle que j'ai reçu ce soir Roger Olindre, qui fut député du Front National, conseiller régional, fondateur des Jeunesses Patriotes, membre fondateur du Front National, premier vice-président du Front National, j'espère que je ne me trompe pas, voilà, qui a été... qui est titulaire de très nombreuses médailles. Vous retracez, d'ailleurs, c'est très émouvant, vous retracez à un moment, vous citez une partie de votre déclaration au moment du procès j'essaie de le retrouver dans l'ouvrage, le procès que vous aviez fait du maquis Bonaparte en Algérie. Croire qu'on l'a fermé devant les tribunaux, c'est une erreur. On voit que c'est très... On a été debout et on leur a dit ce qu'on pensait, pourquoi on se battait. Et moi, personnellement, je ne suis pas le seul à leur avoir dit, mais je l'ai dit alors que je jouais ma tête. Je leur ai dit, vous ne voulez pas l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. Et bien, malheureusement, c'est en train de se réaliser. Oui, donc je rappelle également que vous avez été un des plus jeunes résistants de France, vous avez combattu en Indochine, vous avez été blessé, grièvement. On en avait parlé ensemble. Vous avez été grièvement blessé avec votre arca par des combattants un corps à corps avec le FLN. Dans une katiba sur la frontière tunisienne. Voilà. Donc, je ne peux que vous recommander. On a eu de très très nombreux messages ce soir. Roger Olindre vient de signer donc Ça suffit. 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnie, aux éditions Déligolande. C'est Heligoland, vous le trouverez sur Internet. Et Roger Olindre signera cet ouvrage qui vient de sortir à Librifacta, qui est 4 rue de Clichy-Paris 9e, le samedi 4 avril, de 14h30 à 18h. On se retrouve après la coupure technique.